Une de mes questions préférées en pratique, c'est « Monsieur Audet, je travaille assez fort pour mon argent. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour qu'il m'en reste plus? Et deuxièmement, que ce qui me reste soit protégé. » Eh bien oui, vous le saurez en écoutant la formation que je vous présente maintenant. Bonjour, Luc Audet, avocat depuis 1981. Un grand nombre d'entre vous n'étaient même pas nés, alors imaginez-vous comment je connais ça. Et investisseur immobilier depuis aussi longtemps. J'ai à vous parler d'incorporation, ce en quoi je crois à 200%. Et à titre d'illustration, de démonstrateur, je vais vous parler de deux cas réels que j'ai de façon récurrente au bureau. Le premier cas, c'est la découverte que va faire un flippeux. J'ai ça régulièrement. Alors, c'est l'histoire d'un gars, comprends-tu, qui fait du flip immobilier. Et il fait ça en son nom personnel parce qu'il ne veut pas dépenser le gros 1000$ que ça coûte pour s'incorporer. Il fait un beau 25 000 $ de profit. Yahoo! Arrive le temps des impôts et son comptable lui informe que son 25 000 $ va s'ajouter à toutes ses autres sources de revenus, ce qui fait en sorte qu'il va payer 12 500 $ d'impôts sur cette transaction-là. Pire encore, 2 ans après, il y a une poursuite en vice caché. Il est obligé de se défendre et d'indemniser l'acquéreur. Qu'est-ce qui se passe? Ben, mon cher monsieur est venu me consulter, a compris que l'incorporation était la solution magique à tous ces maux pour le futur. Quand on fait des flips dans une incorporation, le taux d'imposition corporatif est 20%, tant qu'on laisse l'argent dans la structure de la compagnie. Et deuxièmement, ben, une compagnie qui a comme seul actif un immeuble qui est vendu, ben, lorsque l'immeuble est vendu, grosse surprise, il ne reste plus d'actifs dans la compagnie. Alors, si une poursuite en vice caché survient 2 ans plus tard, ben, qu'est-ce qu'on a à risque? Rien pantoute, la compagnie est vide. Donc, tout ça, c'est vraiment le côté magique qu'on peut appeler ainsi de l'incorporation pour un flippeux immobilier. C'est vraiment une solution extraordinaire. Un autre exemple qui met en relief l'à-propos de s'incorporer en immobilier, c'est un cas récurrent, j'ai des appels constamment là-dessus, de personnes qui ont fait des offres d'achat en leur nom personnel et ils changent d'idée. Parfois pour des bonnes raisons, parfois pour des mauvaises raisons. Je ne suis pas un censeur, ce n'est pas à moi à décider si c'est bon ou mauvais. Ce que j'ai à décider, c'est avez-vous fait l'offre d'achat à votre nom personnel? Si la réponse est oui et vous changez d'idée, vous êtes susceptible d'être poursuivi en dommages-intérêts. Le montant moyen que je vois, c'est 75 000 $. Généralement, un vendeur frustré, un promettant vendeur frustré, si vous changez d'idée et vous n'achetez plus, ben, il va vous poursuivre pour ces eaux-là en termes de dommages-intérêts. Si vous aviez fait la promesse d'achat via une société par action qui a un nom extraordinaire, mon nom de code par exemple, mon nom fétiche, c'est les immeubles extraordinaires Inc. Les promettants vendeurs ne voient que du feu là-dedans. Alors, si les immeubles extraordinaires Inc. ont fait une promesse d'achat, puis vous ne voulez plus acheter, ben vous avisez le promettant vendeur que vous avez changé d'idée, ou vous pouvez donner un prétexte comme vous voulez, mais surtout vous lui dites, en passant, cette compagnie-là est insolvable. Alors, si vous voulez poursuivre pour 75 000 $, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous allez gagner votre poursuite, parce qu'on ne se défendra pas. Mais vous ne pourrez pas collecter un seul sous-noir. Alors, encore une fois, c'est l'illustration de la force de l'incorporation pour un investisseur immobilier. Faites vos offres via des sociétés par action avec un beau nom et sans actifs. Je vais maintenant vous parler des nombreux avantages de l'incorporation et des quelques inconvénients. Au départ, je tiens à préciser que j'aime les comptables. Les CPA sont des gens extraordinaires. Les CO aussi, les comptables ordinaires. J'en ai même 2. J'ai un CPA quand je veux que les choses soient bien faites, puis j'ai un CO quand des clients veulent avoir des choses particulières. J'adore les comptables. Leur défaut, c'est qu'ils pensent que tout est focus d'impôts.
Ils ne pensent que la Terre ne gravite que pour des problématiques fiscales. C'est pas la réalité. Il faut sortir des œillères de l'impôt pour regarder de façon globale, de façon holistique, quels sont les avantages et inconvénients de l'incorporation. Alors, c'est avec ce regard-là que je vous demande d'écouter attentivement ce que j'ai à vous dire sur les avantages réels de l'incorporation. Le premier avantage, pour faire plaisir à mes amis les CPA, c'est l'avantage classique de l'entreprise incorporée. La règle du pouce, le rule of thumb en anglais, c'est de dire, si on fait 100 000 $ et plus, net, avant impôt, par année, et plus, ça vaut la peine de s'incorporer. En bas de ça, c'est douteux. Oui, mais c'est un regard fiscal. Il y a d'autres choses dans la vie que de payer de l'impôt. Heureusement, quand j'arrive chez moi le vendredi soir, je ne pense pas à de l'impôt nécessairement. Les comptables, peut-être que oui. Enfin, c'est leur problème. Sur une base plus sérieuse, il faut comprendre que la stratégie pour tout type d'entreprise confondue, c'est la règle du 100 000. En immobilier, ce n'est pas vrai. Parce qu'en immobilier, il faut comprendre qu'il y a deux taux d'imposition pour les compagnies. Ce qu'on appelle affectueusement le petit taux et le gros taux. Alors, le petit taux s'applique sur des opérations commerciales récurrentes. Flip d'offres d'achat, flip d'immeubles, gestion immobilière, location-achat, ce sont toutes des activités commerciales imposables à 20% pour une compagnie. Si vous êtes dans ces créneaux-là, l'avantage fiscal s'applique à votre activité commerciale, mais c'est l'exception. Parce que si on regarde les autres activités immobilières, par exemple, le prêt hypothécaire privé, par exemple, les revenus de multilogement, ça, c'est tout du gros taux. Alors, il n'y a pas d'avantage fiscal, à moins qu'on soit très bien nanti. Je suis très heureux si vous l'êtes. Si vous payez 54% d'impôts personnellement, puis seulement 51% corporatif, ben vous sauvez 3% d'impôts si vous êtes incorporé, mais ce n'est pas la masse critique des gens qui sont rendus à ces strates aussi élevées. Un autre avantage très sérieux de l'incorporation, c'est au cas de problème. Il faut se souvenir que comme administrateur, dirigeant d'entreprise, on est responsable de dettes de notre société par action que dans 4 cas seulement. Pas 22, 4. TPS, TVQ, déduction à la source et ce qu'on aura accepté de garantir. Alors, si par exemple, vous avez quelqu'un qui va à votre bloc, le plancher était en lavette, il se casse la gueule, votre assureur nie couverture parce que c'est de la grossière négligence, ben cette personne-là, cette victime-là, ne pourra pas vous poursuivre personnellement parce que ce n'est pas dans les 4 cas de responsabilité d'un dirigeant. En passant, j'ai dit 4, pas 5. Je vous fais un quiz. Est-ce que une personne qui a acheté un immeuble d'une compagnie peut poursuivre l'individu derrière la compagnie pour un vice caché? Non, c'est pas dans les 4 cas. C'est important de comprendre ça, parce que les poursuites en vice caché sont la bête noire de l'investisseur immobilier. Quand vous vous incorporez, vous faites fi de cette problématique importante de poursuite en vice caché. Un autre avantage important, image projetée. Lorsque je suis incorporé, j'ai le choix de l'image que je vais projeter. Si Luc Audet achète un édifice en son nom personnel, ben c'est Luc Audet qui achète personnellement. Alors l'image, elle est corrélative à la personne physique qui achète. Mais via une société par action, je reprends mon exemple de tantôt, les immeubles extraordinaires Inc., wow! Ça projette une image intéressante. Naturellement, en entendant ça, les gens vont avoir du respect pour vous.
Oui, c'est psychologique, oui, c'est du marketing, mais pensez-vous qu'il en est autrement pour les autres? On a à appliquer la même recette en immobilier qu'on applique dans à peu près n'importe quel type d'entreprise. On peut choisir de projeter l'image que l'on veut, aussi bien qu'elle soit douce, agréable et gagnante, tout simplement. Un autre avantage, c'est l'injection de capital. Lorsque des besoins en capitaux se font sentir, un investisseur est beaucoup plus à l'aise de le faire lorsqu'il sait que les fonds sont injectés dans une société par action. Pourquoi? Ben, c'est simple. La personne ne se demandera pas est-ce qu'il va prendre ce fric-là ou elle va prendre ce fric-là pour payer son épicerie, pour aller en voyage, etc. Non, l'argent est dans une société par action. Donc, pour un investisseur, il va préférer injecter du capital dans une société par action que de vous le prêter directement à vous-même, à une personne physique. Encore là, c'est beaucoup l'aspect psychologique, mais néanmoins réel. Alors, servez-vous-en. Lorsqu'on veut donner des garanties, il est utile d'être capable de baliser les garanties que l'on donne. Si votre portefeuille immobilier est concentré dans une ou plusieurs sociétés par action, ça va être assez facile de donner des garanties. Si vous n'avez pas de structure d'incorporation, ben ça va être beaucoup plus compliqué de consentir des garanties ou vous risquez de donner en garantie des choses que vous n'auriez pas voulu donner. Si c'est vous personnellement qui devez, ben c'est pas compliqué, c'est l'universalité de vos biens qui sont garants de l'universalité de vos dettes. Alors c'est sûr que c'est moins favorable que si c'est un parc immobilier dans une société par action où on donne en garantie les immeubles dans cette société par action. Ils sont circonscrits, c'est beaucoup plus facile à gérer. Un autre avantage de l'incorporation, c'est toute la question, la dynamique de la répartition des profits. On peut s'entendre dans une structure de société par action pour avoir des dividendes discrétionnaires qui vont nous permettre de moduler les dividendes en fonction de la prestation de service de chacun des actionnaires. Ça, c'est vraiment magique parce que la chicane numéro 1 dans une société par action, c'est invariablement, quand on est dans une situation, par exemple, de deux actionnaires, il y a toujours un des deux actionnaires qui travaille plus fort que l'autre, et c'est bien épouvantable, parce qu'il n'a que 50% des profits, alors qu'il fait 100% du travail, selon lui, selon elle. Alors, c'est toujours la dynamique, quand on est dans un différent d'actionnaires, invariablement, c'est « je travaille plus fort que toi, c'est épouvantable, je devrais faire beaucoup plus que toi, tu mérites moins que moi. » Au secours. Alors, on peut avoir une charte à dividendes discrétionnaire qui va donner écho à ce genre de problématique-là. Alors, ça prend deux ingrédients. Un, comme je viens de le dire, une charte à dividendes discrétionnaire. Deux, une convention d'actionnaire qui va venir baliser quels sont les montants ou les proportions qu'on va affecter à chacune des étapes des projets immobiliers que l'on fait. Le plus courant, c'est le flip immobilier, où on va dire, par exemple, 10% des profits vont à celui qui a trouvé le deal, 30% des profits à celui qui l'a financé, 50% à celui qui va faire les travaux et le 10% résiduel à celui qui va s'occuper de vendre l'immeuble. Alors, c'est dans un projet, je n'ai fait que trouver le deal. Si je veux respecter la pérennité de l'entreprise, si je veux respecter le principe de paye proportionnelle au travail, ben à ce moment-là, tout simplement, j'aurai droit à 10% des profits, même si je suis 50-50 dans la compagnie. Parlons donc du fractionnement du revenu. Même si le budget fédéral 2017 a réduit certaines possibilités de fractionnement du revenu, il n'en demeure pas moins vrai que le fractionnement du revenu, lorsque fait correctement, est très avantageux. C'est quoi ça? C'est le principe que chaque individu est imposé selon ses sources de revenus. Alors, c'est des taux escalatoires
en crescendo. Alors, le fractionnement du revenu, c'est simplement le principe de se servir de gens qui ont peu de revenus pour encaisser des sommes, donc il y aura moins d'impôts à payer. Alors, dans le cadre de la détention d'immeubles via des sociétés par action, le fractionnement du revenu est un véhicule excessivement intéressant, même s'il est beaucoup plus difficile maintenant qu'il ne l'a déjà été. Si on respecte les conditions, c'est vraiment très intéressant. Un autre élément intéressant lorsqu'on détient un immeuble via une société par action, c'est lorsqu'on arrive le temps de disposer de cet immeuble-là, on a maintenant deux possibilités. On peut vendre soit l'immeuble directement, ou on peut décider de vendre la société par action. Il faut comprendre que le principe de l'amortissement, qui est une fausse dépense, qui est une réserve qu'on crée et qui est admise fiscalement, on met de l'argent pour remplacer le bâtiment lorsque sa durée de vie utile sera terminée, bien ça c'est une réserve sur laquelle on sauve de l'impôt au fur et à mesure. Donc, si on a un immeuble depuis très longtemps, le coût fiscal de l'immeuble est très bas et il y a une réserve d'impôt associée à cette réduction de coût fiscal-là. Et lorsqu'on vend les actions de la compagnie, bien, on n'a pas à payer cette facture fiscale-là. Donc, on va différer davantage le paiement d'impôts, ce qui fait en sorte que, par exemple, même si ce sont des chiffres purement fictifs, si un immeuble vendu aurait une valeur marchande de 2 millions, bien, s'il est dans une société par action depuis 10 ans, l'équivalent monétaire serait 1,4 million de dollars, parce que le 600 000 dollars différentiel serait la facture fiscale de récupération de l'amortissement. Donc, c'est très intéressant de servir de ça. Encore un autre avantage, le gel successoral. Ça, il arrive de plus en plus que des parents veulent aider leurs enfants, leurs tanguis et autres. Et comment on va faire ça? Bien, on va faire en sorte que les actions détenues par les enfants majeurs vont encaisser, en quelque sorte, toute la plus-value de l'immeuble, alors que les parents auront des actions qui ne prendront pas de valeur comme telle. Alors, c'est ce qu'on appelle, de façon classique, un gel successoral. En termes d'administration d'une entreprise, il est évident que le fait qu'elle soit incorporée est un élément structurant d'importance. Il y a une ambiance de pérennité qui s'installe quand on fait ça via une société par action, plutôt que de le faire en son nom personnel. Donc, ça vient jouer nécessairement dans l'administration, dans la quotidienneté des choses. Un autre élément très intéressant, c'est qu'on peut maintenant s'embaucher soi-même. On peut, si on le décide, se mettre comme salarié de l'entreprise. On peut, si on le décide, se payer des dividendes. On peut, si on le décide, faire un mix des deux pour optimiser notre position fiscale. Tout ça est possible via une société par action. Alors, on est toujours dans l'avalanche des avantages de l'incorporation. En voilà un autre. La détention d'un immeuble via une société par action, ben, ça devient divisible. Typiquement, dans une société par action au Québec, on va émettre 100 actions au total. Alors, chaque action représente le 1 centième de la valeur nette de l'immeuble. Alors, ce sont des choses ce sont des titres qui peuvent être transigés, qui peuvent être vendus, qui peuvent être hypothéqués, etc. Si je suis propriétaire d'un immeuble, à ce moment-là, ça voudra dire que j'entre en indivision et c'est vraiment un cauchemar. Beaucoup plus simple de faire ça via une société par action. L'effet structurant de la compagnie, ben, c'est toute l'idée de la pérennité, du degré de sérieux auquel on fait affaire. Si vous pensez dans un univers autre que l'immobilier, c'est peut-être plus facile à comprendre. Faites affaire avec un pigiste. Si votre pigiste n'est pas incorporé, ben ça veut dire que c'est un pigiste qui n'a pas un grand succès en affaires. Alors, pire encore, si votre pigiste ne vous charge pas la TPS TVQ, au malheur, ça veut dire qu'il ne fait même pas 30 000 $ par année. Arrière Satan, on ne veut pas faire affaire avec des gens qui en arrachent tant que ça.
La société par action, elle, donne un effet structurant, donne un effet, projette l'image d'une structure stable, efficace, intéressante. Alors, il n'y a que du positif en termes de structure comme telle. Et en parlant de pérennité d'entreprise, il est évident qu'une société par action inspire beaucoup plus confiance au travers de la population que si quelqu'un a une activité commerciale dite anecdotique. Si la personne a décidé de faire une société par action, c'est qu'elle a décidé de s'y investir au sens large et de la faire fructifier. Même chose en immobilier. Si vous achetez des immeubles à votre nom personnel, le message que vous propagez, c'est « Je suis un amateur, je fais ça, je suis là de passage ». Pas un bon message à véhiculer. Un élément important, subtil, prévu au Code civil, c'est que si vous détenez un immeuble avec quelqu'un d'autre, cette personne-là peut s'associer avec un tiers sur sa quote-part de la société sans que vous le sachiez. Et c'est opposable, c'est légal. Donc, vous pourriez vous ramasser avec un associé que vous n'avez même pas désiré, ou pire, que vous ne vouliez vraiment pas avoir. Vous pourriez être obligé d'être associé avec l'ennemi en quelque sorte. Ça, c'est une carence dans le domaine des sociétés. Si on parle de société par action, ce n'est pas possible, puisque pour être actionnaire, ça prend une résolution du conseil d'administration de la société par action, donc c'est une divulgation complète. Alors, ce problème-là n'existe que si je détiens un immeuble en société. Parlons donc du point de vue employé, ces personnes qui nous aident. Le regard d'un employé sur une aventure commerciale, c'est quoi? Bien, généralement, un employé aime être sécurisé dans son emploi. La société par action donne une impression de sécurité, de pérennité, de continuité d'activité commerciale, contrairement à l'individu. On parle de perception, c'est vrai, mais la vie est une perception. On peut avoir une vie très heureuse basée sur des perceptions qui sont différentes de la réalité. Ça ne dérange pas. Alors, pour des employés, les employés préfèrent être des employés d'une entité juridique incorporée plutôt que le cas contraire. Évidemment, il est peu probable que vous ayez beaucoup d'employés si vous êtes dans une opération commerciale immobilière, mais pensez aux concierges et tout ça. Un concierge de votre 24 logements, si vous êtes incorporé, pourrait se dire, ben, si jamais ils vendent ce 24 logements-là, j'irai travailler dans leurs 34 logements ailleurs. Alors, l'imaginaire va vous servir indirectement. Oui, c'est du marketing. Oui, c'est du faire valoir. Oui, c'est pas nécessairement la réalité, mais c'est sur ça qu'on travaille, tout simplement. Comme tous les grands de ce monde, tous les grands du marketing travaillent sur des perceptions. Alors, c'est pour ça que, au-delà de tous les avantages qu'on peut avoir dans une incorporation, la perception, la vue au travers l'œil de la personne qui vous regarde va être une vue plus douce, plus favorable si vous êtes incorporé. Et d'ailleurs, statistiquement, je ne vous parle pas nécessairement que du domaine de l'immobilier, mais de façon générale, le succès est plus grand quand une activité commerciale a lieu à l'intérieur d'une société par action que lorsque c'est fait par un individu, un simple individu. Alors, comme vous voyez, il y a beaucoup d'avantages à s'incorporer pour notre activité fétiche de l'immobilier. Est-ce que tous ces avantages-là, pris individuellement, vous dicteraient de vous incorporer? Probablement pas. Mais quand on voit l'abondance des avantages, ben c'est un plus, un autre plus, un autre plus, un autre plus, qui fait en sorte que ça devient très simple de prendre une décision éclairée,
globale, holistique, de s'incorporer pour nos investissements immobiliers. Et comme dernier commentaire dans le plus, je tiens encore à saluer mes amis comptables CPA, CO, et de les remercier de faire tellement attention pour nous du côté fiscal, mais que la vie ne se termine pas après le 30 avril de chaque année. Alors, évidemment, comme dans toute chose, il n'y a pas que des avantages, il y a également des inconvénients. Dans le domaine de l'incorporation, il y a également certains inconvénients. Le premier, les frais d'incorporation et les frais comptables de mes chers amis CPA. Les frais d'incorporation que vous payerez à un avocat préférablement, sinon à un notaire, c'est un acte réservé en passant. Alors les comptables et les autres praticiens n'ont pas le droit de faire ça. Il faut être membre du barreau ou de la Chambre des notaires. Ce sont des frais ponctuels, une fois, qui sont à payer pour la création de l'entreprise. Bonne nouvelle, l'impôt participe à ces frais-là, puisque ce sont des frais déductibles. Alors, si vous venez chez nous et vous faites faire votre incorporation, ben vous sachez que à cause du fait que c'est déductible d'impôt, ben le gouvernement va vous payer, selon l'activité commerciale que vous avez dans votre société par action, 20 ou 50% du coût. Donc ça fait toujours plaisir de savoir qu'une dépense me protégeant est assumée en partie par Revenu Québec, Revenu Canada. Douce vengeance, dirait-on. Également, il y a des frais annuels à payer à nos chers amis CPA ou CO, dépendamment de ce que vous choisissez. À chaque fin d'exercice fiscal, il y a des états financiers à dresser suite à la comptabilité et à la tenue de livre, évidemment. Et suite aux états financiers, il y a un rapport d'impôt à payer, à faire préparer, à payer à notre comptable. Ça, c'est annuel. Si je n'avais pas d'incorporation, le revenu se rajouterait tout simplement à mes revenus d'autres sources et je n'aurais qu'un seul rapport d'impôt à faire. Évidemment, ça serait un peu plus compliqué parce qu'il y aurait des dépenses et des revenus, mais en termes d'inconvénients à l'incorporation, vous aurez un chèque à faire à votre comptable via cette société par action. Évidemment, je vous rappelle que ces frais de comptabilité sont déductibles. Donc, l'impôt vous en paye un bout, mais vous aurez à faire ça annuellement. Un deuxième inconvénient est le contrôle gouvernemental, et je m'explique. Le gouvernement comprend que si vous vous incorporez, vous êtes potentiellement un joueur majeur de l'industrie, donc va faire en sorte que vous aurez plus de difficultés, si on veut, à voler sous le radar. Vous aurez à déclarer vos choses, et Dieu sait que Revenu Québec, Revenu Canada nous aime beaucoup. Hein? On reçoit beaucoup de lettres d'amour d'eux, très, très, très régulièrement. Alors, vous aurez donné écho à cet amour-là, en quelque sorte, mais sachez que si vous avez une société par action, vous aurez beaucoup plus d'interaction et de contrôle avec Revenu Canada, Revenu Québec, que si vous détenez une bâtisse personnellement ou vous n'êtes pas catalogué comme étant un entrepreneur en immobilier. Troisième inconvénient qui découle un petit peu du contrôle gouvernemental, c'est que si vous décidez d'avoir vos activités immobilières via une société par action, on va présumer que vous êtes un joueur important. Donc, lorsque le Code civil nous dit qu'un vendeur professionnel n'a pas le droit de vendre un immeuble sans garantie légale de vice caché, ben, si vous êtes incorporé, si vous êtes un entrepreneur immobilier en série, ben, vous ne pourrez plus profiter de la possibilité de vendre sans garantie légale. Ça sera quelque chose à laquelle vous n'aurez plus droit. Donc, c'est un léger inconvénient parce que, pour le dire simplement, que vous soyez incorporé ou pas,
Si vous êtes un vendeur professionnel, vous n'aurez pas le droit de vendre sans garantie légale. Mais disons que c'est plus facile à démontrer. Ça serait une démonstration encore plus éloquente que vous êtes un vendeur professionnel. Monsieur le juge, il est même incorporé pour sa business en immobilier. Donc, c'est évident que c'est un vendeur professionnel. Oui, ça peut créer une présomption, si on veut, qu'on est un exploitant professionnel. Ça fait le tour des inconvénients. Je vous fais un petit résumé. 17 avantages, 3 inconvénients. J'espère que vous n'aurez pas besoin de vous inscrire à une maîtrise pour savoir si c'est avantageux ou pas. Si vous avez besoin de vous inscrire à une maîtrise, venez pas au cours, ça ne vaut pas la peine, c'est une perte de temps. C'est éminemment avantageux de s'incorporer. Maintenant, vous savez que la réponse à la question « Est-ce que c'est intéressant de s'incorporer? » La réponse est oui.